Bonjour, on est le 31 mai 2020. Je vous présente ici une petite vidéo qui va concerner... Oui, on est le 31 mai 2020. Demain, on est dimanche. Dimanche, c'est une journée dominicale avec les personnes qui s'occupent, qui vaquent à leur occupation, c'est-à-dire de leur hobby. Certains, ce sera le sport, certains du jardinage, certains voilà, tenteront de prendre une cure de vitamine D dans leur jardin, etc. etc. Chacun va qu'à ses occupations, sachant que la journée, pour l'instant, elle se présente plutôt, plutôt clairsemée, dans le sens où on voit apparaître quand même quelques nuages, des cumulonimbus ainsi que des cumulus dans le ciel. Donc, va-t-il pleuvoir ou pas? Là est toute la question. De toute façon, c'est bien de vaquer à ses occupations lors d'une journée ensoleillée, mais l'être humain et les êtres vivants, j'ai toujours dit que les êtres vivants, les plantes, les animaux, ainsi que l'être humain a malgré tout besoin de pluie. Donc une bonne petite pluie ne ferait pas de tort au sol. Et donc, bon, c'est bien le soleil, mais quand on a de la sécheresse, ça devient un problème problématique. Voilà, ceci étant dit, bon, je vais faire une petite vidéo qui va un petit peu voir la taille de certains micro-organismes, et par là même, je verrai les temps de latence que j'ai toujours voilà, évoqué dans certaines vidéos de biologie. Bon, la première des choses à savoir, c'est que j'ai déjà fait une vidéo qui se dénomme, je vais vous le dire tout de suite, biologie. J'ai inscrit biologie, taille limite de la vue et organisation du vivant, que vous pouvez retrouver cette vidéo dans la playlist, bien sûr, biologie. Vous pouvez trouver cette vidéo dans la playlist biologie. Donc là, vous retrouverez, vous tapez, vous allez dans la playlist, vous cherchez dans la playlist biologie, puisqu'il y a en fait il y a une playlist qui s'appelle biologie, où à l'intérieur, bon, il y a cette vidéo qui est un petit peu une continuité de cette vidéo-ci. Voilà, c'est une continuité de cette vidéo-ci. Là, j'ai vu la taille un petit peu. Déjà, je parlais de ce moment de taille avec le microscope optique et le microscope électronique. Voilà, bon, tout d'abord, par quoi va-t-on commencer ici? Bon, c'est difficile de commencer par quelque chose, enfin par une origine, il faut trouver l'origine. Bon, il faut une porte d'entrée, un point de départ. Il est très difficile de trouver un point de départ ici, puisqu'il y a tellement de choses à dire. Bon, mais la vidéo, malgré tout, elle sera courte, parce que bon, si j'estime bon ajouter des renseignements, je le ferai au travers, et c'est ce qui se passera d'ailleurs, je rajouterai des informations dans d'autres vidéos pour ne pas, encore une fois, surcharger les vidéos qui deviennent vite, on va dire, où le temps passe très vite. Le temps passe très vite. Voilà, je remarque que quand je fais une vidéo, quand j'ai terminé la vidéo, je me rends compte que la vidéo a quand même pris 1 heure. Bon, et bon, c'était pas mon objectif, mais malgré tout, pour donner des explications, voilà, ça atteint l'heure. Bon, c'est pas mon objectif de donner 1 heure parce que je sais bien que la plupart des personnes sur Internet, bon, recherchent des vidéos courtes, pour avoir une information rapide, en compréhension et en information, mais courte. Bon, maintenant, c'est aussi une forme de fainéantise aussi. Parce que, bon, pourquoi on veut tout court? Bon, à un moment donné, il faut aussi être dans l'élaboré et s'introduire dans l'élaboré, pouvoir écouter de l'élaboré. Dans la vie, tout n'est pas, je veux dire, donné comme ça avec des facilités. C'est bien de chercher des vidéos. Bon, quand on n'a pas étudié la veille et qu'on doit passer un examen, c'est normal qu'on regarde une vidéo de 5 minutes pour ne pas passer son temps de 1 heure. Mais normalement, l'analyse se fait normalement. Pour analyser quelque chose, il faut minimum 1 heure. Voilà, passer 5 minutes pour une vidéo, mais voilà, c'est bien. C'est quelqu'un qui résume en 5 minutes une vidéo, mais c'est bien, mais il n'aura pas toute la compréhension, je veux dire, de toutes les choses qui tournent autour de la compréhension qu'il veut rechercher. Parce que 5 minutes, ça ne suffit pas. Vraiment, le monde de connaissances, il est immense. Donc, je vois mal 5 minutes. Bon, s'il y a quelque chose qui le bloque sur un renseignement, je comprends que ça, il peut aller chercher une vidéo de 5 minutes, mais si une personne cherche chaque fois des vidéos de 5 minutes, je ne sais pas.
Je ne sais pas si il arrivera à quelque chose. Ça, je vous dis, c'est plutôt de la fainéantise. Donc cette vidéo, un point d'ancrage, un point de démarrage, un point de départ qui va débuter maintenant. Je ne sais pas par quoi débuter parce que, je veux dire, c'est un petit peu, je veux dire, il y a tellement de choses à dire que je bute sur tout ce que je dois dire. Bon, enfin bref, on va commencer par ceci. C'est qu'ici, on a l'observation d'une taille, d'une échelle. C'est ce qu'on appelle une échelle. Vous savez très bien que quand, il y a l'univers qui est immense, hein, bon, on ne sait pas quelle taille qui fait l'univers, donc mais elle a une certaine taille. Est-ce que c'est infini? Est-ce que l'univers est infini? Bon, ça reste on va dire, est-ce que l'univers, je n'ai plus de... Est-ce que l'univers est infini? Ben, ça c'est un débat philosophique parce qu'on ne voit pas l'univers. Et même s'il est infini, on ne sait pas voir quelque chose d'infini. Donc l'univers, est-ce qu'il est fini ou pas? Personne ne le sait. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, bon, l'univers, possède la matière et de l'énergie. Ce sont des mécanismes de matière et d'énergie. Enfin, des mécanismes, je veux dire plutôt, c'est de la matière présente, avec des mécanismes d'échange d'énergie. C'est ça que je veux dire. On a de la matière avec des échanges d'énergie. Bon, la matière, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous trouvez dans le tableau de Mendeleev. Les tableaux de Mendeleev font les molécules. Mais les molécules s'agglutinent pour faire du plus en plus grand. Du plus en plus grand, voilà, on a ce qu'on appelle la matière. Et quand on a de la matière, on a de la masse. On a de la masse. Bon, mais maintenant, ces masses-là vont communiquer avec l'extérieur en faisant des échanges énergétiques avec, par exemple, je pense aux planètes, hein, je veux dire, qui ont, voilà, on aura des échanges, soit des échanges ondulatoires ou des échanges énergétiques, voilà, mais on aura des échanges. Alors, le but justement dans l'univers, un des premiers buts, c'est la générescence, ou la génération, ou si vous voulez, la création. On part de quelque chose pour créer quelque chose. Bon, et la création se fait bien sûr de façon multiple et variée. Il y a une diversité dans la création. Si on prend l'univers, il y a une diversité de planètes, une diversité d'étoiles, il y a une diversité cosmologique. Il y a une diversité cosmologique dans l'univers. Maintenant, est-ce que l'univers est infini ou pas? Bon, peu importe, là n'est pas la question, mais ce qu'on peut se dire, c'est que si l'univers est infini, c'est que la masse est infinie. C'est qu'il y a une masse infinie dans l'univers. Bon, moi, je pars du principe que je ne crois pas que l'univers est infini. Parce que, déjà, je n'en sais pas plus. C'est un débat philosophique, plus qu'un débat scientifique. Mais bon, si on a une vitesse dans l'univers qui est limitée, on est limité à la vitesse de la lumière, c'est qu'on peut penser que la masse est limitée aussi. On a une masse très grande dans l'univers, mais peut-être finie. La vitesse de la lumière est finie, la masse de l'univers est finie. En sommant toutes les masses, on aurait une immense masse, mais elle est quand même, pour moi, ça serait du fini. Et donc, si la masse est finie et la vitesse de la lumière est finie, ben c'est que l'énergie est finie. Voilà, ça je peux faire un postulat, c'est mon propre postulat. Ça n'amène à rien, c'est pas une vérité, c'est un postulat que j'envoie comme ceci. C'est un postulat que j'envoie. Donc pour moi, l'énergie est limitée, la masse est limitée et la vitesse de la lumière est limitée. Donc on a affaire à on va dire, on a affaire à des limites et non pas des limites infinies. Bon, on n'a pas la masse qui est infinie dans l'univers. Pour moi, encore une fois, ça n'engage que ma parole. On n'a pas une vitesse qui est infinie, une vitesse ondulatoire qui est infinie. On n'a pas une masse. La somme des masses dans l'univers n'est pas infinie. Et on va dire que l'énergie, comme la masse et les ondes ne sont pas tout est fini, mais on peut se dire que l'énergie est finie. Voilà, pour ma part, hein, ça n'engage que moi. Voilà. Ça n'engage que moi. Alors maintenant, ça c'est
la matière, qu'est-ce que c'est? Mais je vous ai dit, si vous avez regardé le tableau de Mendeleev, on connaît 103 éléments. Voilà. C'est les 103 éléments les plus connus jusqu'à présent, soit qu'on a su, qu'on a trouvé dans certaines planètes, soit on a trouvé sur Terre, ou soit on a pu, je veux dire, voilà, on trouve dans d'autres planètes. Voilà. Et ces matières-là, ces atomes-là, qu'on retrouve dans le tableau de Mendeleev, s'agglutinent pour faire des molécules. Ces molécules font de la matière. Et cette matière-là, ça peut créer des roches, on peut avoir des roches, puisque ça crée des molécules. Ces molécules peuvent être, ce sont les briques du façonnement de la matière. Ouais, donc, et comme un atome pèse une certaine matière, ben, un nombre d'atomes qui constituent une molécule pèse une certaine matière, et donc cette matière-là mesure une certaine masse. Donc ce qui veut dire que dans la matière, on a de la masse. Et c'est bien une donnée de l'univers. Dans l'univers, on a de la masse. Et la masse, bon, la Terre est un cas particulier de l'univers, puisque la Terre est dans l'univers. Donc ce qui veut dire que sur Terre, mais si on a des masses dans l'univers, on a des masses sur Terre. Des masses de quoi? Mais de matière. Mais quelle matière? Matière diversifiée. Des matières créées par variété, par diversité. L'homme permet cette génération aussi par l'industrie. Il produit des voitures, donc il génère des voitures, donc il génère de la masse. De la masse, bien sûr, qui vont être utilisées en tant qu'énergie. Enfin, elle va consommer de l'énergie pour être transformée en énergie. Énergie cinétique ou en énergie potentielle, mais en tout cas, elle va consommer de l'énergie chimique telle que les hydrocarbures. Voilà. Maintenant, l'être humain consomme de l'énergie au travers des nutriments, de l'alimentation qui est décomposée en nutriments, et en nutriments, on va dire, cellulaires, microscopiques. Et il prend de l'énergie au système extérieur grâce aux lipides, glucides et protides. Voilà. Grâce à ça, il permet de se nourrir et bien sûr évacuer. Il s'alimente en énergie pour évacuer de l'énergie. Bon, quand il a pris de l'énergie, mais il doit l'évacuer, il doit bouger, il doit faire du sport, il doit travailler, il doit se mettre en mouvement, il doit monter un escalier, il doit descendre un escalier, il doit jouer. Bon, un petit enfant qui va sur une balançoire, ben, il consomme de l'énergie. Enfin, l'énergie est aussi bien entrante que sortante. Ça veut dire, entrante, ben, il doit consommer de l'énergie pour faire fonctionner, je veux dire, son corps complètement, et ensuite il restitue cette énergie en faisant du sport, en allant jouer, en faisant des mouvements, tout simplement. Bon. Et alors, il n'y a pas que l'être humain qui consomme de l'énergie. Et qui consommer de l'énergie, c'est en prendre, mais c'est la restituer aussi. Non, c'est consommer, c'est en prendre de l'énergie pour la restituer. Donc, c'est un échange énergétique. Vous voyez que il y a un bilan énergétique qui se fait. Il y a un bilan énergétique qui va se faire. Et je veux dire, tous les corps dans l'univers, font ça. Tous les corps dans l'univers ont des échanges énergétiques. Ce sont des masses existantes de matière, constituées de molécules et donc d'atomes, mais de taille immense. Ce sont des tailles immenses. Hein. Ce sont des tailles immenses. Et alors, on rencontre dans une planète une diversité de matériaux, de matières. Et donc, diversité de matière. Et il en a de même sur Terre, qui est un cas particulier de l'univers. Donc, le plus important dans l'univers, c'est la génération. La génération, c'est la création. C'est cette création qui est la plus importante sur Terre. Il n'y a rien de plus important que la création, c'est-à-dire la génération d'éléments dans l'univers. Et je vous rappelle que la Terre est un cas particulier. Il est au sein de l'univers, donc fatalement, s'il est au sein de l'univers, ben, il répondra, je veux dire, aux mêmes lois de création de l'univers. Si ce n'est que, bon, on aura, on va dire, un milieu vivable sur Terre, donc on aura une autre génération. On aura une génération qui n'est pas celle qu'on retrouve dans l'univers, mais on aura une génération. Le point commun de tout ça, c'est qu'on a une génération. Une génération de quoi? Ben, de matière. Les matières, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire des échanges énergétiques. Bon, et qu'on soit dans le grand ou le petit, c'est la même chose. Qu'on soit dans le grand ou le petit, c'est la même chose. C'est toujours le même mécanisme de génération. Hein. Par exemple, un virus voudra se développer, croître.
voudra croître, se développer et bien sûr coloniser, par exemple. Voudra coloniser. Donc il va faire une division. Il va se développer par division. Donc il va créer de la nouvelle matière. La division est une création de nouvelle matière. Mais qui dit création de nouvelle matière, qui dit création de nouveaux éléments qui vont échanger l'énergie. Donc le but c'est toujours le même. C'est la création de la matière, création, la génération, c'est la création de la matière, quelle qu'elle soit, roche, animaux, végétaux, êtres humains, peu importe, peu importe. On a une génération. C'est le point fondamental dans l'univers, c'est la génération et la création. Création de planètes, création d'êtres humains, création de voitures. Mais la voiture, c'est fait. On ne sait pas qui a créé l'univers. Bon, maintenant, on peut tomber dans la croyance. Hein. Certains croiront en une philosophie qui dira que s'il y a création, c'est qu'il y a un créateur. Voilà. Mais là, on tombe dans on va dire dans le point de vue des religions, des croyances. Bon, il y a la création, et là, certains diront que la création proviendrait d'une croyance. Bon, ça c'est la croyance. Mais pour le point de vue du scientifique, il y a fondamentalement une création, en s'extrayant bien sûr du point de vue religieux, qui est une croyance d'un créateur. Voilà, donc on a une création comme ceci, et c'est le point fondamental de la création, c'est-à-dire que il y a la création de toutes sortes de comment on appelle ça, de planètes, toutes sortes d'étoiles dans l'univers. Voilà, toutes sortes de matières, et ces matières-là échangent de l'énergie, tout comme la Terre est un cas particulier, aura génération de matières spécifiques, puisqu'on va retrouver des végétaux, des animaux qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de planètes. Enfin, qu'on ne retrouve pas dans d'autres. Mais maintenant, rien ne prouve qu'on a peut-être de la vie dans une planète qu'on ne connaît pas. Voilà, jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé de vie. Bon, on serait pour l'instant les seuls présents dans l'univers. On serait les seuls présents dans l'univers, mais bon, rien ne prouve qu'on est les seuls présents dans l'univers. Les probabilités pourraient nous faire dire que, bon, en calculant le nombre de planètes, bon, on pourrait trouver, je veux dire, peut-être une planète habitable. Voilà, on serait vraiment le cas particulier dans l'univers, et donc on aurait on va dire cette chance inouïe d'être les seuls présents dans un univers, je veux dire, qui est, je veux dire, je veux pas dire sans vie, parce que les planètes vivent entre elles, hein, les échanges voilà, qu'est-ce que c'est que la vie? Il y a la vie humaine, ouais, mais il y a la vie extraterrestre. La vie extraterrestre, c'est aussi voilà, des planètes qui vivent entre elles, qui échangent l'énergie. Bon, c'est une forme de vie que l'être humain ne perçoit pas. Il ne perçoit pas, c'est une forme de vie comme ça. Pour lui, la vie, c'est la vie animale, la vie végétale, la vie des micro-organismes, la vie des insectes, la vie voilà, des êtres sous-marins, des êtres qui vivent sur Terre, sur les rivières, dans le sol, à l'intérieur du sol, peu importe. Je veux dire, pour lui, c'est ça la vie. Ce sont voilà, des animaux, des végétaux, des insectes, bon, qui répondent à une définition par rapport à, voilà, à une définition biologique du vivant. Mais pour moi, les planètes vivent, parce qu'il y a quand même des matières et de l'énergie en... Il y a l'existence de matière et donc l'échange d'énergie. Donc pour moi, c'est ça la vie. La vie, c'est, pour moi, bien sûr, ça n'engage que moi, encore une fois, c'est une définition qui n'engage que moi. Voilà, il y a de la matière qui est posée, et il y a un bagage provenant bien sûr d'une création, d'une génération, générations multiples, hein, diverses. Voilà, on peut créer la création a donné beaucoup de choses, hein, surtout sur Terre. Enfin, surtout sur Terre, bon, il n'y a pas de surtout sur Terre, mais sur Terre on trouve une grande biodiversité, une diversité biologique du vivant, des êtres vivants sur la planète Terre. Maintenant, si on devait trouver une biodiversité, je veux dire, sur notre planète, rien ne dit qu'elle serait la même que celle du vivant sur Terre. Ce serait peut-être un autre style, un autre type de variété. Voilà. Rien ne prouve qu'on aurait des êtres humains
voilà, ou autre. Voilà. Et là, à ce moment-là, bon, ça c'est tout simplement, bon, on peut supposer que s'il y avait une autre planète, c'est pas forcément de type être humain. Pas forcément. Voilà. Parce que ici, bon, pour avoir un être humain, vous comprendrez qu'il faut un soleil, hein, un soleil avec de l'eau. Une planète avec de l'eau. Et donc, quand on a de la végétation, à ce moment-là, on a toutes sortes de bactéries, de virus, de micro-organismes bon, qui tournent autour de tout ça. Et bien sûr, on aura de l'eau, de la végétation, et bien sûr, on aura des êtres vivants, tels que les animaux. Et les animaux ont probablement ici, au-dessus de la chaîne, on a l'être humain qui est l'animal le plus intelligent, l'être humain. Mais c'est pas dit que dans dans une planète, on aurait ce schéma-là, ce canevas-là. Rien ne dit ça. Rien ne dit ça. Rien ne dit qu'on aurait un soleil avec une planète avec de l'eau et que voilà, dans cette planète avec de l'eau, il y aurait des micro-organismes comme on le retrouve sur Terre. Et rien ne dit qu'on aurait des êtres humains comme on le retrouve sur Terre avec une taille voisine qui irait de 1,50 m pour un adulte on va dire, à 2,20 m, 2,30 m maximum. Hein. En dehors des exceptions de maladies telles que voilà, une maladie de grande taille. Je sais plus comment on appelle ça. J'oublie le nom. L'acromégalie, je crois que c'est l'acromégalie, c'est ça. Voilà, bon, enfin bref. Ici, donc, il y a l'univers, point de départ l'univers, avec la matière et son énergie. L'univers, pour regarder l'œil observable, l'être humain est doué d'un appareil, on va dire, visuel, qui permet de voir les choses, grâce au jeu de la lumière, bien sûr. Bon, s'il n'y a pas de lumière, l'être humain ne voit pas. Voilà, donc il faut qu'il y ait de la lumière, c'est pas ce qui manque ici, il y a le soleil qui permet d'éclairer et de voir les choses. Bon, s'il n'y avait pas de soleil, on serait peut-être dans le noir, et qui dit noir, dit, bon, on ne verrait rien. Et heureusement que le soleil est là, je vous le dis tout de suite, hein, parce que si le soleil ne serait pas là, déjà il ferait froid, immensément froid ici, sur Terre, voilà, on aurait un froid polaire nucléaire, voilà, donc on serait dans le froid polaire nucléaire, et la vie n'existerait pas ici sur Terre. Parce que c'est une condition, le soleil donne une condition de vie sur Terre. Bon, c'est grâce un petit peu au soleil qui, qui est éloigné et qui, grâce à son énergie, permet, je veux dire, d'envoyer son énergie et d'éclairer le soleil pour autant que, voilà, on est en pleine journée, voilà, et de réchauffer pour autant qu'on est en été. Parce que c'est vrai qu'après, bon, il y a, on est voilà, il y a, au niveau de la rotation autour du soleil, et de la Terre fait qu'on a bon. Vous comprendrez qu'on a les hivers et les périodes d'hiver, d'été, d'automne, de printemps, qui font qu'on n'a pas toujours l'ensoleillement, dire à la même période. On a des temps voilà, voilà, c'est dû à la rotation de la Terre autour du Soleil. Bon, ceci étant dit, bien sûr, le Soleil et sa lumière sont fondamentales pour les végétaux. Hein. Le Soleil, les végétaux vivent grâce à la photosynthèse. Hein. L'échange énergétique avec la lumière, ben, voilà, elle se fait grâce à la lumière. La lumière de qui? Ben, du soleil. C'est le soleil qui permet d'avoir des végétaux verts. Des végétaux verts. Voilà. C'est le soleil qui permet beaucoup de choses. Elle donne de la vitamine D, comme par hasard. Comme par exemple aujourd'hui vous allez prendre du soleil, il fait bon, ben, ça va donner de la vitamine un petit peu D, de la vitamine D. Voilà. Mais le soleil tout seul ne suffit pas. Bien sûr, vous comprendrez qu'il faut de l'eau. Les êtres vivants ont besoin d'eau. Donc je disais que bon, pour voir l'observable dans l'univers, ben, vous comprendrez que l'œil ne suffit pas. Si vous prenez un point circulaire, prenez un grand cercle, plus vous l'éloignez, plus tout objet que vous allez éloigner, vous allez voir un point. Vous allez beau prendre une voiture, vous allez voir à un moment donné, à une certaine distance, vous verrez un point. Voilà. Si à un moment donné, vous prenez même une grande taille, hein, vous approchez de la Lune, vous verrez une grande sphère,
grande pseudo-sphère, parce que c'est pas forcément, c'est des cratères, etc., etc. C'est pas une sphère parfaite, hein. On va dire c'est, voilà, on va dire, c'est une forme globulaire, Et plus vous éloignez cette forme globulaire, vous prenez un vaisseau spatial, vous allez vous en éloigner, vous allez voir un petit point. Donc, ce qui veut dire que, on va dire, à grande distance, tout objet est un point. Tout objet à grande distance devient un point. Tout objet à grande distance devient un point. Bon, maintenant, encore faut-il observer si ce point, parce qu'à un moment donné, le point, il n'est plus point, il devient visible. C'est-à-dire quelque chose qui est immensément grand, mais s'il est à distance immensément grande, un objet immensément grand à distance immensément grande devient un point, ou s'il est très très éloigné, il devient invisible. Donc vous allez me dire, ouais, mais c'est un objet qui est très très grand. Ouais, mais il est très très peu éloigné. Le problème, il est là. Donc, un objet, enfin, par exemple, je prends un astre. Un astre très très grand, immensément grand par rapport, bien sûr, pas la taille humaine, mais par rapport à la taille de la Terre. Il faut faire des comparaisons, ou la taille du Soleil. On peut comparer par rapport à la taille du Soleil. Des planètes immenses par rapport à la taille du Soleil. Ce qui veut dire que cette planète immense, déjà la planète, le Soleil est immense par rapport à la Terre, mais si vous prenez encore une planète encore plus immense que le Soleil, mais tellement qu'elle a à distance immensément grande, ben ça devient un point. Ça devient un point où on ne voit rien. Ça devient un point où on ne voit rien. Pourtant, vous allez me dire, cet astre-là est beaucoup plus grand que... Ben oui, c'est parce que la distance est énorme. Voilà. La distance est énorme. Bon. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, l'œil humain ne voit pas. Il y a des objets dans le firmament, enfin des astres dans le firmament, on ne les voit pas. On ne les voit pas. L'œil humain n'est pas capable de voir ce petit point infiniment petit d'un astre infiniment grand. Enfin, infiniment, entendons-nous bien, pour moi, il n'y a rien qui est infini pour moi. Pour moi, tout est limité, ce sont des distances grandes, mais c'est pas infini. Bon, je veux dire, j'aime pas parler d'infini, parce qu'infini, c'est une notion, je veux dire, philosophique. Hein. Quand on calcule des limites en infini, bon, ça reste de la philosophique, parce que qu'est-ce que c'est que l'infini? Personne ne le sait. On définit l'infini comme on peut toujours trouver un nom pour lequel on a toujours un nom plus grand. Ouais, ça, bon, par la pensée, je veux dire, l'infini, c'est quelque chose de, bon, d'impensable. Donc on peut philosopher sur quelque chose d'impensable. Dès le moment où ça devient impensable, on peut philosopher. Je parle par exemple à une masse nulle. Qu'est-ce que c'est qu'une masse nulle? C'est l'inexistence d'une masse. Mais l'inexistence d'une masse, c'est quoi? Mais c'est le néant. Mais qu'est-ce que c'est que le néant? On peut philosopher sur des cas de figure comme ça. Hein. Voilà, le temps égale zéro, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un temps, la création de l'univers, t égale zéro? Donc, vous voyez que les variables physiques qui se retrouvent dans l'univers, si vous voulez commencer à les faire tendre vers l'infini, ou leur faire dire qu'ils valent zéro, on est face à des dilemmes. Hein. Des dilemmes. Donc, bon, il ne reste plus que la philosophie et l'être humain pour penser des choses qui seront pensées, mais pas forcément véridiques. Hein. On pensera des choses, mais pas qui ne seront pas véridiques. Donc, on philosophera. On va philosopher. Parce qu'on n'a que la philosophie pour avoir une approche de ces caractères, je veux dire, infinis, de ces caractères zéro et infini. Qu'est-ce qu'une masse zéro? Une masse zéro, c'est une masse qui n'existe pas, voilà, qui n'a pas encore été engendrée. Ça veut dire que c'est le vide. Voilà, si je prends, voilà, qu'est-ce que c'est que le vide? On peut discuter sur qu'est-ce que c'est que le vide. Hein. Voilà. Quelque chose qui est vide, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas encore été créé, n'a pas encore été engendré. C'est quelque chose qui n'a pas encore été engendré. Donc, apparemment, qui n'existerait pas. Parce que on essaie de pousser le vide, mais on n'a pas le vide absolu n'existe pas. Hein. Le vide absolu n'existe pas. On peut pousser le bouchon le plus loin possible, mais on ne trouve pas de vide. On a toujours des particules, voilà, on aura toujours des petites particules comme ça qui existent parce qu'on a l'existence. Une fois qu'il y a l'existence, si ça existe, on pourra le boucher, essayer de réduire à néant
voilà, réduire à néant, les masses à néant, mais on n'approchera jamais de la masse égale 0, parce que si la masse égale 0, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Voilà, ça n'existe plus. Donc c'est essayer de comprendre quelque chose qui n'existe pas. C'est comme essayer de comprendre la mort. Penser la mort. Personne ne sait penser la mort parce que ça ne se pense pas. Quand on est mort, on ne sait plus penser. Voilà, donc il y a des choses qui sont au-delà de la pensée humaine. Parce que tout comprendre, ça fait un petit peu... on ressort d'un certain cadre quand on veut tout comprendre. Voilà. Alors maintenant, ce que je voulais dire, c'est que, bon, le microscope, on ne sait pas voir... Enfin, quand on regarde à taille humaine, donc les astres, on ne les voit pas. Donc il faut ce qu'on appelle un instrument dit optique, qui est un outillage créé par l'homme pour voir le plus loin possible. Et si c'est déjà voir loin, peut-être que cette taille qu'on ne voyait pas invisible va s'agrandir. Elle va s'agrandir, cette taille. Si c'était un petit point, par exemple, s'il arrivait à avoir déjà un petit point, il va prendre un télescope, ce petit point va s'agrandir. Grâce à un des instruments optiques, le petit point va s'agrandir. Par exemple, si je prends un télescope, si on prend un télescope, ben, ce petit point va s'agrandir. Donc il permettra de voir quelque chose de plus gros. Donc on a ce qu'on appelle un grossissement. On a fait un grossissement, parce que si c'est petit, qu'on ne le voit pas, pour le voir, il faut le grossir. Et c'est le microscope qui va le grossir. Voilà. Ben, ça c'est pour des astres éloignés. Bon, maintenant, l'œil humain voit des objets qui l'entourent. Voilà, pour autant qu'il a une vue qui est correcte, une vue normale, voilà, eh bien, il peut voir des objets autour de lui. Il peut voir des objets autour de lui, bien sûr, en présence de lumière, bien sûr. Eh bien, est-ce qu'il peut voir une fourmi? Ben, une fourmi, il peut la voir. Il peut encore voir une fourmi. C'est de l'ordre du centimètre. Il peut voir une fourmi. Voilà. Est-ce qu'il peut voir un grain de sable? Donc la fourmi, il la voit. Bien sûr, la taille humaine, bon, se mesure dans voilà, une échelle. On peut mettre ça dans des espèces de diagrammes. Des diagrammes, kilomètres, hectomètres, décamètres. Décamètre, c'est 10 fois le mètre. Hein. Il existe des mesures de décamétriques. Hein, ces mesures en décamètre. Il existe des décamètres qu'on mesure par patte de 10 mètres. Ça, par exemple, si vous voulez remplacer un tuyau sur 7 mètres, vous prenez un décamètre, il va mesurer directement 7 mètres. Voilà. Alors, décamètre, hectomètre, c'est par voie de 100 mètres. C'est 100 mètres. Hein, voilà. Des hectomètres, c'est 200 mètres. 3 hectomètres, c'est 300 mètres. Le kilomètre, ben, c'est 1000 mètres. Kilo, ça veut dire 1000. Hecto, ça veut dire 100. Déca, ça veut dire 10. Et l'unité principale, bon, que l'être humain a fixée comme unité principale du système international, c'est le mètre. Et à partir du mètre, on a les multiples et les sous-multiples. Les multiples, ben, je viens de vous dire, c'est le décamètre, l'hectomètre et le kilomètre. Les sous-multiples, c'est le décimètre, millimètre, décimètre, centimètre, millimètre et millimètre. Voilà. Donc ici, si je prends une fourmi, ben, on est en centimètres. Alors, le mètre, on va exprimer le mètre comme étant une puissance de 10. Alors, voilà, une puissance de 10, 10 exposant 0. Alors, 10 exposant 0, ben, ça fait 1. Voilà. 1 mètre, c'est 10. Vous voyez que c'est une base 10. Hein. On est en base 10. Hein. Je vais vous montrer qu'on est en base 10. Bon, donc ici, 1 mètre, c'est 10 exposant 0. Je considère que c'est le 10 exposant 0. C'est moi qui le considère comme ça. Je ne fais pas de décalage. Hein. Je ne considère pas que le centimètre, c'est le 10 exposant 0. Voilà, je mesure l'unité de base. Je vais exprimer que l'exposant 0, c'est par, ici, convention, je dirais que le 10 exposant 0, c'est 1 mètre. Voilà, 10 exposant 0, c'est le point de départ, c'est le mètre. Donc, ce qui veut dire que, bon, j'aurais pu fixer 10 exposant 0, c'est le millimètre, hein, pourquoi pas, hein, c'est un décalage. Hein. Je fais juste un décalage. Bon, mais ici, bon, pour les besoins ici de mon échelle, je vous rappelle qu'il y a l'échelle où on peut mesurer les kilomètres
les hectomètres, les décamètres, les mètres, puis décimètres, centimètres, millimètres. D'ailleurs, on retrouve ici une partie de cette échelle-là, puisque j'ai le décimètre ici, j'ai le centimètre ici, voilà, et j'ai le millimètre ici. Voilà. Vous voyez qu'ici, j'ai une partie de l'échelle que je viens de vous dire que l'être humain utilise, qui était un diagramme, voilà, un diagramme basé sur la base 10. Et alors on peut passer du millimètre au décimètre en utilisant ce diagramme, on peut passer du millimètre au centimètre en utilisant ce diagramme. Et puis bien sûr quand les personnes savent utiliser les puissances, mais ils n'utilisent plus ce diagramme parce qu'ils passent directement en puissance. Hein. Ils font les calculs en puissance pour passer du décimètre en millimètre, du millimètre au kilomètre, etc. Bon, là, ça devient des puissances de 10. Donc, soit on joue avec le diagramme, ça c'est bon, quand on a un certain âge, on peut jouer avec le diagramme, mais après quand on a un peu plus adulte, bon, on n'a plus besoin de ces diagrammes, de ces dessins qui sont représentatifs par voie de diagramme, et on utilise les puissances de 10. Bon, mais ici, cette échelle-là, elle va jusque décimètre, centimètre et millimètre. On va jusqu'au millimètre. Alors j'ai pris un cas de figure, le 10 exposant 0, c'est le mètre, en dessous du mètre, ben, c'est 10 exposant moins 1 mètre. 10 exposant moins 1 mètre, c'est encore visible. Hein. On sait voir, bon, 10 cm, 1 décimètre, c'est 10 cm. Hein. 2 décimètres, c'est 20 cm. Donc, les décimètres, si je prends une feuille de papier, ben, voilà, on est de l'ordre de 2 décimètres. Et quelque chose. C'est 290, je crois, 290. 290, c'est 29 cm. 297, je crois que c'est 297, je ne me rappelle plus. La taille d'un A4, il hein, faudrait que je voie la taille d'un A4. Je peux le mesurer tout de suite. Là, je prends une feuille de papier. J'ai ça fait 207 en large et en long, 207, ce qui fait 2 décimètres. 2 décimètres. Je vais vous montrer ça, il faut que je prenne un papier. Voilà. Voilà un A4. C'est coloré bleu. Un A4. Bien, ici j'ai 207. De l'arche. 207, ça fait 2 décimètres. 2 décimètres. Et là, j'aurai 0. 290. C'est bien ça. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Donc, c'est 290. Ouais, 296. On va dire, on est presque à. Non, 297. Hein. Ce qui fait, j'avais raison, donc ça fait bon, 297. 297 qui veut dire 2 décimètres et 2 décimètres. Voilà. Et 97 mm. 2 décimètres, 1 décimètre c'est 10 cm. 2 décimètres ça fait 20 cm. On a bien 20 cm et on va dire 20 cm et 20 cm et 9,7 cm. On a 2 décimètres et 9,7 cm. Ce qui fait 2 décimètres, ça fait 20 cm. 20 cm, 9,7, 9,7 cm. Donc c'est 2 décimètres et 9,7 cm. Alors que ceci ici, si je suis comme ceci, là ça fait 200, je l'ai dit, ça c'est un format 4. Hein. Format 4 qui est de 206, hein, ce qui fait 20 cm, 207, je veux dire 207. Hein. Il faudrait que c'est parce que je ne suis pas précis au niveau du calcul, enfin au niveau de la mesure. 200, non, ici j'ai 210, hein. Ouais, 210. Je dirais même, ouais, 210. Hein. 197 sur 210. Et 210, c'est 20 cm et 1 cm. Ce qui veut dire 2 décimètres. 2 décimètres et 1 cm. Voilà, ce qui veut dire que la feuille là, bon, elle est encore visible. Puisque je suis de l'ordre du centimètre. Donc la formule, est-ce qu'on la voit? Bah oui, c'est de l'ordre du... la formule, on la voit. C'est de l'ordre du centimètre. Ma feuille de papier est de l'ordre du décimètre. Hein. Il y a 2 décimètres. Voilà, 2 décimètres comme ceci, 2 décimètres de long et 2 décimètres
de l'arche, 2 décimètres en large et 1 centimètre en plus. Et en long, on a 2 décimètres et 9, encore 9,7 cm en plus. Voilà, donc on sait voir la taille de papier qui est, on peut mesurer en décimètres. La fourmi est de l'ordre du centimètre. Le grain de sable, il faut avoir des petits grains de sable au niveau du millimètre. Attention qu'il y a des particules fines aussi. Hein. Les particules fines dans les grains de sable, c'est ce qui crée des problèmes dans les poumons, au niveau silice. On peut avoir de silicose quand on a des particules fines qui rentrent dans les poumons et bon, qui ne savent pas s'extraire. Et bon, ça crée voilà, par rapport à l'inflammation au fur et à mesure, à long terme, et créer, je veux dire, voilà, des maladies pulmonaires dues à cette silice qui est rentrée, qui n'est plus jamais ressortie du poumon, qui sont des particules fines. Bon, les particules fines, on ne les voit pas. Hein. Bon, à l'œil nu, vous comprendrez, ben, il y a des grains de sable qui sont de l'ordre du millimètre, on les voit. Bon, il y a des gros grains et il y a des petits grains, c'est ça que je veux dire. Il y a différentes tailles de grains, des grains de sable. Ensuite, on a les cellules. Cellules, on va dire, ceci c'est une cellule animale. Une cellule animale qui est plus grosse qu'une cellule. Cellule végétale, je m'excuse. Cellule, ça c'est une cellule végétale. Ça c'est une cellule animale. Bon, la cellule végétale, à ce moment-là, bon, on ne la voit plus. On ne la voit plus. Parce que c'est petit. Voilà. L'œil humain n'a que, je veux dire, une capacité à voir une certaine taille. Je crois que c'est le 10e de millimètre. Il peut encore voir, voilà, je l'ai indiqué ici, c'est 0,1 mm. Il peut encore percevoir à 0,1 mm. Donc la taille, on a le centimètre et puis on a le millimètre. Le millimètre, il est là. Hein. Le millimètre, il est là. Donc hein, il peut voir un grain de sable, mais il peut voir, apparemment, il pourrait encore voir jusqu'à un 10e de millimètre. S'il regarde vraiment bien, il se focalise correctement, mais en se fatiguant bien sûr les yeux, mais je veux dire, il peut voir 0,1 mm. Voilà. Donc, je vous rappelle que un 10e de millimètre, c'est 10 fois plus petit que le millimètre. Si vous prenez 1 millimètre, voilà, on va prendre 1 millimètre. Si je prends 1 millimètre, je ne sais pas si on voit, vous avez le centimètre, ben vous prenez 1 millimètre de 0 à 1 millimètre. Voilà, la taille, ici, une latte est graduée bien sûr en centimètres. Jusqu'à ici, c'est une latte de 30 cm. Mais elle est graduée aussi en millimètres. Voilà. Bon, dans 1 centimètre, il y a 10 mm. Donc ça veut dire que le centimètre, on a une division par 10. Et que dans ce millimètre-là, on s'est encore divisé par 10. Et si vous divisez par 10, vous pouvez voir une petite poussière qui fait 10 fois plus petit que le millimètre. Donc c'est encore possible de voir au 10e de millimètre. Donc on est à quel niveau? On est à ce niveau-ci. On est à ce niveau-ci. On est au niveau du millimètre, on sait encore voir. Bon, ce qui veut dire que ce qui se passe en dessous, on commence à voir, ne plus le percevoir. Tout comme on ne percevait pas l'infiniment, enfin l'énormément grand, parce que je n'aime pas dire l'infiniment, parce que rien ne prouve que c'est infini, qu'il y a une infinitude dans les grandeurs physiques. Hein. Bon, est-ce que le temps est infini? Est-ce que la masse peut être infinie? Est-ce que l'univers est infini? Tout ça, bon, c'est des objets, je vous l'ai dit, je vais commencer par ça, des objets philosophiques. Hein. On peut en discuter, ben, on n'aura pas, au bout du compte, une vérité de tout ça. Parce qu'en fait, il ne s'agit que de sujets de conversation philosophiques. Voilà, le vide, le temps de créer, le départ de la création, qu'est-ce qu'il y avait avant. Bon, c'est tout ça. Bon, moi, j'ai mes propres idées, comme d'autres auront leurs propres idées, et on peut discuter parce qu'il n'y a pas de véracité, je veux dire, qui explique tout ça en fait. Voilà. Et quelque part, tant mieux, parce que bon, si la création a eu lieu, c'est pour aussi avoir un bout de mystère. Et le bout de mystère, bon, maintenant, la création, si vous voulez la connaître, ben, il suffit, elle n'apparaît pas, hein, cette création, elle n'apparaît pas. C'est de l'ordre de l'invisible. La création est de l'ordre de l'invisible. Si vous voulez la percevoir, elle n'est pas, on va dire, exhibitionniste, cette création. Ce qu'il y a, c'est à vous d'aller la chercher. C'est à vous à faire des études pour aller chercher les objets
ou les mécanismes relatifs à cette création, et de la comprendre. Parce qu'elle ne va pas se montrer à plein nez. C'est les chercheurs qui cherchent pour établir des relations, aboutir à des résultats, etc. etc. Mais sachez que le chercheur, à un moment donné, il est limité. On ne peut pas tout connaître parce qu'il y a un mystère dans le mystère de la vie. Le mystère de la vie, c'est quoi? Il faut vivre. C'est d'abord ça. C'est vrai qu'on essaie de faire de la recherche pour essayer de trouver des nouveaux médicaments, etc. etc. Mais maintenant, la recherche, c'est encore une philosophie. Bon, je peux encore m'étaler là-dessus, mais bon, la recherche, c'est bien, mais à un moment donné, si on a tout à portée de main, qu'on appuie sur qu'on regarde avec un œil sur un écran pour voir ce qu'on veut, mais je veux dire, la vie ne rime plus à rien. Il n'y aura plus de discussion entre personnes, il n'y aura plus de... personne ne travaillera parce que ce sont les machines qui vont travailler. Vous allez plus vous lever d'un siège parce qu'en fait, en regardant par rapport à un écran, ça va vous apporter tout et n'importe quoi. Donc la recherche est bien, mais il faut voir où est-ce qu'on va vers cette recherche-là. Elle va servir à quoi? À ne plus travailler, puisque c'est les robots qui travaillent à la place des personnes, à ne plus bouger parce qu'en fait, le robot qui va aller chercher tout et n'importe quoi, à ne plus avoir de contact parce qu'on va avoir des contacts des robots. Je veux dire, la recherche, oui, mais il ne faut pas que ça vienne casser, je veux dire, les fondamentaux de la vie, c'est-à-dire avoir des points de vue sociaux, un point de vue social. En travaillant, on va travailler pas forcément pour gagner sa vie, mais aussi pour avoir un contact social. On ne va pas que pour gagner sa vie. Voilà, parce on va au boulot pour avoir un contact social. Donc le travail, c'est d'abord et avant tout gagner sa vie, mais c'est aussi avoir un contact social. Voilà. Ceci étant dit, je disais qu'à un moment donné, bon, on ne voit plus. Et donc, tout comme on ne voyait pas dans le grand, on avait l'usage d'un instrument optique qui est comment on appelle ça, le télescope. Mais pour voir dans le petit, c'est pareil. Autant on sait grossir des petits objets dans le ciel, dans le firmament, pour voir ces objets, on sait les grossir parce qu'ils n'apparaissent pas dans le firmament parce qu'en fait, ils sont très peu éloignés, donc ils apparaissent très petits. Et donc pour les grossir, on utilise un instrument optique. Donc si on sait faire un grossissement, de voir dans le firmament des petits objets qui deviennent grands, mais on peut à l'inverse regarder dans le petit et faire un grossissement pour voir plus grand. On va dire, c'est un microscope, c'est un télescope, mais qui va servir dans le petit. Et c'est ce qu'on appelle un microscope. Voilà. Mais les microscopes, il y a différents types de microscopes. Il y a le microscope optique, light microscope, ou le microscope électronique, electron microscope, en anglais. Bon, je vais essayer de le dire en anglais, mais bon, je n'arrive pas. Bon, voilà. Il existe pour voir dans le petit, mais le microscope optique et le microscope électronique. Alors, il y en a un qui voit plus loin que l'autre, mais c'est le microscope électronique. Bon, maintenant, faut-il acheter toujours un microscope optique? Mais non, parce qu'en fait, il y a le coût du microscope. Hein. Un microscope électronique coûte plus cher qu'un microscope optique. Hein. La raison est là. Moi, je veux dire, on peut pas acheter un microscope électronique pour tout le monde, parce que bon, ça coûte cher. Ça coûte très très cher un microscope électronique. Donc, on va regarder certaines choses avec le microscope optique, et maintenant, quand on ne sait pas le voir, ben, on ira voir au microscope électronique. Donc je vous disais ici, bon, on a une échelle par base 10, 10 moins 1, donc on a 10 exposant 0 c'est le mètre, 10 moins 1 c'est le décimètre, 10 moins 2 le centimètre, 10 moins 3 on voit encore le 10 moins 3 à l'œil nu, et puis après, à partir de là, on a 100 microns. 10 moins 4 c'est 100 microns. 10 moins 5 c'est 10 microns, et voilà. Et celui-ci, c'est le 1 micron. Alors, 1 micron, vous voyez qu'ici, c'est 1 micron, c'est 10 moins 6 mètres. Mais là, on a 10 moins 3 mètres. Le millimètre, c'est 10 moins 3 mètres. Donc, pour aller de 10 moins 6 à 10 moins 3, ben, c'est une base 3. C'est un exposant 3. Moins 3, je dirais, moins 3. Pour passer de là à là, moins 3, ça fait moins 6. Mais pour passer de l'autre côté, des microns au millimètre, c'est moins 6 plus moins 3, moins 6 plus 3, ce qui fait moins 3. Voilà. Donc en fait, le micron, c'est 1000 fois plus petit, hein, par rapport au millimètre. Mais si c'est un exposant 10 moins 3 pour passer à 10 moins 6, il faut moins 3.
Il faut rajouter moins 3 en exposant. Moins 3, ça fait moins 6. Mais ça veut dire que 10 moins 3, ce qui fait qu'on a divisé par 1000. Hein. 10 moins 3, c'est 1 sur 10 exposant 3. On a divisé par 1000. Donc, de 10 moins 3 à 10 moins 6, on a divisé par 1000. Ça veut dire qu'on est 1000 fois plus petit. 1000 fois plus petit. 1000 fois plus petit que le millimètre, c'est ce qu'on appelle le micromètre ou le micron. Ce qu'on appelle le micron. 1000 fois plus petit que le millimètre, c'est ce qu'on appelle le micron. Mais on a 10 moins 6 par rapport au mètre. Par rapport à 10 exposant 0, ben on a moins 6. De 0 à moins 6, on a 10 exposant moins 6. Donc c'est 1 micromètre, c'est 10 moins 6 mètres. 10 moins 6 mètres. Alors maintenant, je peux encore diviser. Hein. Si je divise par 10 moins 3, mais je vais obtenir 10 moins 9. Donc si je fais par division, on va vers le plus petit. 10 moins 3, je divise par 1000, j'obtiens 1 micron. Et 1000 fois plus petit que le micron, c'est le milliardième. Voilà, le milliardième, qu'on appelle le nanomètre. Nanomètre. Donc ça, c'est 1 nanomètre, et ça, c'est 1 micromètre. Voilà, voilà, un micromètre comparé par rapport au mètre. Par rapport au mètre. Mais maintenant, si vous comparez par rapport... oui, c'est comparé par rapport au mètre. Hein. C'est par rapport à 10 exposant 0. C'est 10 moins 6. Voilà. Par rapport au mètre. Et c'est 10 moins 9 par rapport au mètre. Mais par rapport au millimètre, si je prends par rapport au millimètre, mais ça fait 10. Le millimètre, il n'est pas là, je m'excuse, il est là. 10 moins 3. Le millimètre, il est là. Si je compare par rapport au 10 moins 3, mais le 10 moins 6, mais ce n'est plus 10 moins 6 par rapport au mètre, mais c'est 10 moins 3 par rapport au millimètre. Voilà. Bon, alors maintenant, donc c'est 10 moins 3 par rapport au millimètre. Alors je peux comparer le 10 moins 9 par rapport au 10 moins 6, mais il y a un rapport de 10 moins 3. Ça veut dire que 10 moins 3, ça veut dire que 10 moins 6 fois 10 moins 3, ça fait 10 moins 9. Et 1 sur 10 moins 3, je vous ai dit que c'est une division par 1000. Donc si je divise par 1000, mais j'ai le nanomètre, mais 1000 fois plus grand que le nanomètre, 10 moins 9 fois 10 exposant 3, 1000 fois plus grand, c'est 10 moins 6. Et 10 moins 6, on tombe au micro. 10 moins 6 fois 10 exposant 3, voilà, vous tombez au millimètre. Donc si vous faites diviser, vous tombez dans des valeurs plus petites. Et si je fais multiplier, ben, je grossis. Donc diviser, c'est réduire. Diviser, c'est réduire. Et grossir, c'est multiplier. Multiplier, grossir, et diviser, réduit. Voilà. Alors, maintenant, comme j'ai une échelle, ici, le problème, c'est que j'ai fait une échelle par pas de 10 moins 3. Voilà. De 10 moins 9 à 10 moins 6, c'est le micro. De 10 moins 3 au millimètre, c'est le millimètre. Et de 10 moins 3 à 10 exposant 1, à 10 exposant 0, je m'excuse, on a voilà, une décomposition. Si je vais dans ce sens-là, je multiplie chaque fois par 1000. De nano à micro fois 1000. De micro au millimètre fois 1000. Et du millimètre au mètre fois 1000. Maintenant, si je pars du mètre au millimètre, je divise par 1000. Du millimètre au micromètre, je divise par 1000. Et du micromètre au nanomètre, je divise par 1000. Maintenant, je peux passer directement du mètre au nanomètre, je divise par 1 milliard. Du mètre au micromètre, je divise par 1 million. Et du mètre au millimètre, je divise par 1000. Maintenant, je peux comparer le nanomètre au millimètre. Mais de 10 moins 3 à 10 moins 9, j'ai une division par 10 exposant 6, c'est 1 million de fois plus petit que le millimètre. Voilà. Donc, le nanomètre par rapport au millimètre, c'est 1 million de fois plus petit. Mais c'est 1 milliard de fois plus petit que le mètre. 10 moins 9, c'est 1 sur 10 exposant 9. Donc, c'est 1 milliard de fois. Voilà. Alors maintenant, c'est que le monde, l'infiniment, enfin, je n'aime pas parler d'infiniment grand, le monde du grand, bon, on ne sait pas jusqu'où ça va, voilà, on ne sait pas jusqu'où ça va, mais le monde du petit, on ne sait pas jusqu'où ça va. Par contre, on sait, l'être humain sait jusque, l'être humain connaît sa limite. Il connaît certaines particules, et ces particules-là, on sait bien qu'on sait descendre très bas.
Bon, mais en dessous de ces particules, peut-être qu'il existe encore des sous-particules. On ne le saura jamais. Voilà, enfin, on ne le saura jamais. Peut-être que quelqu'un va découvrir que dans ces particules-là, il existe encore des sous-particules, que dans ces sous-particules existent des sous-sous-sous-particules, on ne connaît pas l'architecture particulière, puisque l'être humain est limité pour l'instant et il ne sait pas voir ce qui se passe, je veux dire, en dessous de certaines particules. Peut-être qu'on a une architecture ressemblant à l'énormément grand, qu'on retrouvait dans l'énormément petit, on aurait peut-être des sous-planètes, parce que, vous voyez, dans l'énormément grand, on suppose que bon, c'est énormément grand, mais dans l'énormément petit, on peut supposer que c'est plus énormément petit que ceci, que la limite est dépassée, là, que les limites sont dépassées. Et voilà, on aurait une limite très très petite, et que l'être humain fixerait une limite, mais il ne serait pas dans le bon. Il ne serait pas dans le bon parce qu'il n'a pas les instruments, il n'a même pas la capacité de voir mathématiquement, je veux dire, s'il y a des sous... Peut-être qu'on finira par trouver, je veux dire, des sous-ensembles de ces particules. Et il y en a sûrement, probablement. Il n'y a pas une limite, il n'y a pas une limite à ça. Il n'y a pas une limite, mais la limite, on va dire ici, il y a une limite, mais peut-être qu'elle est très éloignée. Hein. Elle est très très éloignée, c'est-à-dire au niveau de particules, on a peut-être des subdivisions à l'intérieur de ces sous-particules, que voilà, qu'on sait toujours divisé en très petits. Mais à un moment donné, comme l'univers, bon, on peut se dire qu'il est, à un moment donné, certains disent qu'il est infini, mais pour moi, je vous ai dit que pour moi, il serait fini. Bien, avec une énergie énorme, une masse énorme et une vitesse limitée, ben, on aurait quand même une masse énorme mais limitée. Bien qu'elle soit énorme, elle serait limitée. Bien que cette énergie serait énorme, elle serait limitée. Ici, c'est pareil. On aurait une masse qui sera là-bas, autant on tendrait vers des grandes valeurs, ici on tendrait vers des petites valeurs très petites qui s'approcheraient de zéro. On aurait une tendance de l'approche de zéro. Voilà. Et si on atteint zéro, ben, une masse de zéro, ben, il y a l'inexistence de quoi que ce soit. Ça, c'est l'inexistence. Voilà. Dire qu'une masse est nulle, hein, dans ce cas-ci, on dirait qu'on aurait une masse égale à zéro, à la limite, là-bas on aurait une masse qui serait l'infini. Voilà. Donc on se situerait entre 0 et l'infini. Dans l'astronomique, on parlerait d'une agglutination de masse, de la somme totale de masse qu'on pourrait trouver dans l'univers, aussi bien en comprenant toutes les masses possibles, imaginables qu'on aurait de l'univers. Mais la masse infinie n'existerait pas, elle serait limitée. Et là, la masse zéro n'existerait pas parce que, voilà, on tendrait vers zéro, mais on n'aurait pas une masse zéro. Parce que une masse zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'inexistence d'une masse. Masse infinie, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire beaucoup de choses, une énergie infinie. Or, je veux dire, l'énergie n'est sûrement pas infinie dans l'univers. Elle est limitée. Enfin, pour moi, hein, ça n'engage que moi. Entre ces concepts de masse nulle et masse infinie, n'engage que moi. Donc, ce qui veut dire que masse nulle, mais on peut tendre vers ces masses nulles avec des objets de plus en plus petits. Et des objets de plus en plus petits, ben, ça veut dire qu'on est plus petit que ce qu'on connaît pour l'instant. Donc, ça veut dire qu'il y a probablement des subdivisions encore beaucoup plus petites, mais qui auraient une tendance vers zéro. Une tendance vers zéro. Et donc, on aurait chaque fois des petites subdivisions particulières avec une tendance vers zéro. Bon, ceci étant dit, restons dans le visible avec des instruments optiques. Voilà. Parce qu'à un moment donné, les instruments ne savent plus voir. Hein. Alors, l'œil humain peut voir jusqu'à 1/10 de minute, je vous l'ai dit, mais le microscope optique voit jusqu'à 1000 angstroms. Donc, l'angstrom, c'est 10 exposant moins 10 mètres. Bon, on a le nanomètre, si vous êtes divisé par 10, vous avez un angstrom. Donc, si vous faites fois 1000, ben, 1000 angstroms, c'est ce que peut voir. Et je vous rappelle qu'ici, c'est une base 10. Hein. Voilà, 10 moins 10, c'est l'angstrom. 1000 angstrom, c'est 10 moins 9, 10 moins 8, 10 moins 7. « 10 moins 7, on serait dans l'ordre du 100 nanomètres. Ouais, donc 100 nanomètres, 1000 angstroms. Donc le microscope optique pourrait voir 1000 angstroms. 1000, ben, je fais bien mon calcul, j'espère, fois 10, 10 moins 8, fois... Non, l'angstrom il est là. Je m'excuse. Hein. Là j'étais au nanomètre.
Alors, l'angstrom, c'est 0,1 nanomètre, c'est ça. 10-10, c'est 0,1. Par rapport à celui-ci, de 10-9 à 10-10, on a 10-20. 10-20, c'est 0,1 nanomètre. Donc, un angstrom, c'est 0,1 nanomètre. 0,1 nanomètre. Bon, mais 1000 angstrom, ben, on aurait 1 fois 10 fois 100 fois 1000. Oui, donc c'est ça. Donc le microscope optique commencera à partir de voir des choses à partir d'ici. Microscope optique. Hein. Et on irait jusque... Bon, on peut voir des choses... voilà. Alors bien sûr, ici, pour voir, il faut diviser. Hein. Il faut diviser pour avoir ce qu'on appelle un grossissement. Si vous divisez, vous allez avoir un grossissement. Voilà, vous divisez par échelle de 10. Voilà, si vous voulez passer de 100, de 1 mm à 100 micros, ben, il faut diviser par 10. Et faut diviser par... Ouais, là, j'ai 100 micros. Ouais, je divise par 10. Là, je divise par 100. 1 mm pour avoir 10 micros, je divise par 100. 1 mm divisé par 1000, j'ai 1 micro. Voilà. Divisé par 10, j'ai 100 micromètres. Divisé par 100, 10 micromètres. Et divisé par 1000, j'ai 1 micromètre. Et donc, on peut voir à partir de 1000 angstrom. 1000 angstrom, ben, c'est... 1000 angstrom, c'est... un angstrom, il est ici. Et 1000, c'est 10 fois plus grand qu'un angstrom, c'est 10 angstrom. 100 angstrom et 1000 angstrom. Donc 1000, on est là. On a 1000 angstrom. On a 1000 angstrom. 1000 angstrom. Voilà, c'est ici. 1000 angstrom qui vaut 100 nanomètres. 1000 angstrom qui vaut 100 nanomètres. Voilà. Bon, vous comprendrez que moi j'ai pris les bases les plus connues. Ben, ce sera le micromètre, le nanomètre, et bien sûr l'angstrom. Bon, mais ici, on retrouve le millimètre. Hein. 10-3, c'est le millimètre. Voilà, 10-3, j'ai le millimètre. Donc ici, je prends un marqueur parce que ici, je suis un petit peu bloqué avec ces marqueurs là qui n'écrivent pas bien. Voilà, sont en bout de, voilà, je vais en prendre un nouveau. Voilà, 10-3. Qu'est-ce qui est, avoir une bonne échelle, c'est de mesurer par rapport au millimètre, voilà, par rapport au micromètre, par rapport au nanomètre et bien sûr par rapport à l'angstrom si on parle d'atomes. Voilà. Donc, mais à 1000 angstrom, le 1000 angstrom, le microscope optique, light microscope, ben, il permet de mesurer jusqu'à 1000 angstrom. Si on grossit, en grossissement, je grossis. Grossir, ça veut dire diviser. Hein. Je passe de 10-3 à 10-4, je divise par 10. Donc j'ai grossi. Ça permet de voir 10 fois plus grand. Là, ça permet de voir 100 fois plus grand. Voilà, 10 exposant moins 5 et 10 6 par rapport au millimètre. Mais j'ai grossi, on va dire, 1000 fois. Donc le grossissement, ça signifie de diviser. Si plus je veux voir, plus je veux diviser. Et plus je veux diviser, plus il faut faire un grossissement. Voilà. Et le microscope optique permet le grossissement pour aller jusque 1000 angstrom. Pour aller jusqu'à 1000 angstrom. Voilà. Alors, le microscope électronique, lui, il va jusqu'à, on va dire, 0,005 angstrom. Voilà. C'est la limite du microscope électronique. Voilà, il va jusque 0, je m'excuse, hein, il va jusque, j'ai raconté une bêtise, il va jusque 0,005 micromètres. Bon, avant de voir ceci, microscope électronique, donc le microscope optique, il va jusque là. Alors, le microscope optique, ça c'est le microscope optique. La taille humaine, bien, je vous ai dit, c'est 0,1 mm. 0,1 mm. Ah, il peut voir jusque 0,1. Ça, c'est la taille de la vue humaine. Il peut voir, voilà. Et puis, il y a le microscope optique. Bon, jusque 1000 angstrom. Donc, le niveau de l'angstrom, c'est au niveau de l'atome. Hein. Un atome, c'est de 1 à 3 angstrom.
Un atome peut aller, je ne parle pas de molécules, hein, je parle d'atomes purs. Hein. L'atome, c'est de 1 à 3. Voilà, de 1 à 3 angstrom. Ben, donc ça veut dire que le microscope optique, il ne voit pas, parce qu'il mesure jusqu'à 1000 angstrom. Il ne sait pas voir 1 à 3 angstrom, parce qu'il mesure 3 angstrom. Il mesure à partir de 1000. À partir de 1000, il mesure. Or, l'atome, c'est de 1 à 3 angstrom. Bon, ok. Mais il va quand même loin. Hein. Il va quand même loin. Bon, maintenant, le microscope électronique. Le microscope électronique, mais il mesure jusqu'à 0,005. Oui, avant de voir ça, le microscope électronique, j'ai fait une division ici en millimètres, micromètres, nanomètres et angstrom. Angstrom parce que c'est l'atome. 10-10, c'est le niveau de l'atome. De 1 à 3 angstrom, on a les atomes. J'ai pas dit les molécules, j'ai dit les atomes. Parce que les molécules s'agrandissent parce que vous rajoutez des atomes. Alors bon, si c'est des petites molécules, on reste petit, mais si c'est des grosses molécules, ben, on commence à avoir une taille que, bon, voilà, on peut avoir une certaine taille de molécules. Qui peut être lue, hein. Si elles ont une certaine taille, ben, si c'est une grosse molécule, on peut la lire au microscope électronique. Mais justement, avant de voir le microscope électronique, son niveau de ses possibilités, mais voyons voir d'abord ici, de 10-6 à 10-3, mais on a 10-4. 10-3, 10-4, 10-5, 10-6. Donc je divise ici de 10-6 à 10-3, j'ai 10-3. Ces 10-3, je les divise bien sûr, en 10-4, 10-5 pour avoir une division par 10, par 10, par 10. Pour avoir une division en base 10. Division en base 10. Et je fais de même ici. Voilà. Je fais une division ici, division ici, division ici, division ici. Bon. Là, c'est 10-3 mètres, 10-4 mètres, 10-5 mètres, 10-6 mètres, 10-7 mètres. Donc, je compare par rapport au mètre. 10-7, 6 mètres, 10-7 mètres, 10-8 mètres, 10-9 mètres et 10-10 mètres. Bon, ça, c'est par rapport au mètre. Je compare par rapport au mètre. C'est les bases 10 par rapport au mètre. Bon, mais par rapport au micromètre, ben, 10-5, mais c'est 10 micromètres. Un micromètre étant là, 10 fois plus grand, c'est 10-5. Je vous ai dit, en multiplication, si je fais 10-6 fois 10, ça fait 10-5. Mais 1 fois 10, ça fait 10 micromètres. De 10-6 à 10-4, j'ai fait fois 100. Mais 1 fois 100, ça fait 100. Donc j'ai 1 micromètre, 10 micromètres, 100 micromètres, et puis j'ai 1000 micromètres. Et 1000 micromètres, c'est 1 millimètre. Voilà, ça donc c'est une base sur base du micromètre. En micromètre, voilà une base en micromètre, 1 micromètre, 10 micromètres, 100 micromètres et le millimètre. Maintenant, parlons en taille de nanomètre. Mais c'est la même chose. J'ai le nanomètre qui est ici, je fais 10, là c'est par rapport au mètre, tout est par rapport au mètre ici. 10-10 mètres, 10-9 mètres, 10-8 mètres, 10-7 mètres, 10-6 mètres, 10-5 mètres, 10-4 mètres, 10-3 mètres, 10-2 mètres, quel centimètre, et 10-1 mètre, quel décimètre, et 10 exposant 0, quel mètre. Ouais, ça c'est par rapport au mètre. Bon, là j'ai refait une division par rapport au micromètre. Et 1 mm correspond à 1000 micromètres. Maintenant, là, entre le micromètre et le nanomètre, je peux exprimer en nanomètres. En nanomètres. Voilà. Alors, la même chose, hein, de 10-9 à 10-8 mètres, je fais x10. Ça veut dire que de 1 nanomètre, ça fait, ici on a 10 nanomètres. 10-8 à 10-16, 7, j'ai x10, donc de 10 x 10, ça fait 100. Donc j'aurai 1 nanomètre, 10 nanomètres, exprimé par rapport au nanomètre, 100 nanomètres, et puis j'ai le 1000 nanomètres qui fait 1 micromètre. Voilà. Voilà. Et donc, ici, quand on dit 1000 angstrom, 1000 angstrom, ben, on a je peux exprimer par rapport à l'angstrom, 1000, on est à 1 angstrom, 10 angstrom. Si j'exprime par rapport à l'angstrom, hein, si je fais la même chose par rapport au micromètre ou au nanomètre, j'exprime en angstrom, j'aurai 10 angstrom, 100 angstrom, 1000 angstrom, 10 000, 100 000, 1 million et 1 milliard, 1 millimètre. Oui, je me suis peut-être trompé. Je rappelle, donc ici, 10-10 à 10-9, on a fait x10, on a 10 angstrom. Ici, j'ai 10 angstrom. Exprimé en angstrom,
j'ai 10 angstroms. Puisque là, j'ai un angstrom. 10, 100 angstroms, 1000 angstroms, 10 000 angstroms. 10 000, c'est 10 exposant 4. 100 000 angstroms. 100 000. Et là, on a 1 million d'angstroms. 1 million. Et puis 10 millions. J'espère que je ne me trompe pas. Oh, oui, on a bien fois 10, 1. 10 exposant 6 fois 10 exposant moins 10, ça fait bien 10 exposant moins 4. Voilà, donc 100 micromètres, c'est 1 million d'angstroms. Et puis après, on passe à 10 exposant 7. 1 mm, c'est 10 exposant 7 angstroms. Donc c'est 10 exposant 7, c'est 10 millions. Voilà. Donc 10 millions de fois plus petit que le millimètre, j'ai l'angstrom. 10 millions. Et c'est le niveau atomique. 10 millions de fois plus petit que le millimètre fait... Et pour aller au mètre, ben, vous rajoutez, hein, vous devez retomber à 10 exposant 10 normalement. Parce que vous aurez centimètre, c'est 10 exposant 8 angstrom, le décimètre 10 exposant 9, et enfin le mètre 10 exposant 10, donc c'est juste. Le mètre c'est 10 exposant 10 angstrom. Et inversement, un mètre c'est 10 exposant moins 10. Voilà, 10 exposant moins 10 mètres. Un angstrom c'est 10 exposant moins 10 mètres. Mais inversement, 1 mètre c'est 10 exposant 10 angstrom. Donc c'est par rapport au millimètre, l'angstrom, le niveau de l'atome, c'est 10 millions de fois plus petit, 10 millions de fois plus petit que le millimètre, l'angstrom. 10 millions de fois. Alors que l'être humain ne peut voir qu'un dixième du millimètre, 10 fois plus petit que le millimètre. Il peut voir 10 fois plus petit que le millimètre, mais il ne peut pas voir 10 millions de fois plus petit que le millimètre, parce qu'il ne voit que 10 fois plus petit que le millimètre. Donc, aller voir 10 millions, c'est impossible. Voilà. Alors, il va s'utiliser d'un instrument optique. L'instrument optique va aller jusqu'à 100 000 angstroms. 1000 fois plus grand que l'atome, ici, l'instrument optique, il peut voir 1000 fois plus grand que l'atome. Il peut voir 1000 fois plus grand que l'atome. Voilà. Mais au-dessus, il peut voir sans aucun problème. Alors maintenant, le microscope électronique, mais lui, il va descendre plus bas. C'est un dispositif fait exprès, électronique. Et lui, il va jusque 0,0. Il va à 5-10 millièmes de, je ne sais pas si on voit ici, 5-10 millièmes de micromètre. Bon, où est le micromètre? Il suffit d'aller le chercher. Un micromètre, il est là. Donc, si je divise par 10, on est là. Ici, qu'au revoir là. Si je divise par 100, il est là. Et si je divise par 1000, on est en nanomètres. Donc, 0,001, voilà, c'est 10 exposants 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Moins 4, oui. 10 exposants moins 4 micromètres. Le micromètre est là, 10 exposants moins 4, c'est 10 moins 1, moins 2. Micromètre, oui. 10 moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Voilà. « 10 moins 4. Mais ici, c'est pas... Oui, c'est 0,005 micromètres. Donc je divise par 10, par 100 et par 1000. Et par 10 000. Voilà, par 10 000. Donc 10, 10, 100, 1000 et 10 000. Je recommence, hein, parce que j'ai un micromètre. Je divise par 10. Je suis à 10 moins 7. Le micromètre, c'est 10 moins 6. Je divise par 10, ça fait 10 moins 7. Voilà, j'ai divisé par 10. Je divise encore par 10, ça fait... J'ai divisé par 100. Je suis au nanomètre. Je divise encore par 10. Je suis au nanomètre. Là, je suis à 100 nanomètres, 10 nanomètres, 1 nanomètre. J'ai divisé par 1000. Et je dois encore diviser par 1000. Je suis à l'angstrom. Mais le microscope électronique, il faut faire x5. Donc c'est 5 angstroms. 5 angstroms.
il ne voit pas. L'atome, c'est de 1 à 3 angstrom. Hein. Donc, il voit jusque 5 angstrom. 5 angstrom. Voilà la plage du microscope électronique. Voilà, microscope électronique. Voilà, il a une certaine plage. Mais en tout cas, sa limite pourrait commencer à 5 angstrom. Ça veut dire, s'il savait qu'on grossir de 5 fois ici, par rapport à ce qu'il voit, il arrivera à voir un atome. Donc il arrive à 5 angstrom. 5 angstrom, donc il permet de voir des molécules. Hein. Voilà, parce que si un atome fait de 1 à 3 angstrom, si on dépasse cette valeur-là par la constitution moléculaire, il peut avoir des petites molécules. Hein. Le microscope optique pour avoir des petites molécules. Puisqu'il arrive à 5 angstrom. Voilà, et donc, le microscope optique verra comment on appelle ça, les cellules vivantes telles que les animaux et les cellules animales qui sont plus petites que les cellules végétales. Voilà, il pourra les voir. Bon, alors, il pourra voir les bactéries et il pourra voir les virus. Les bactéries, c'est plus gros. Les bactéries, j'en ai pris une ici, hein, avec ses flagelles, pour pouvoir bouger. Voilà, elle a des flagelles pour pouvoir bouger. Parce qu'il y a des bactéries qui sont immobiles et d'autres qui ont des flagelles qui permettent de, je veux dire, de bouger. Voilà, ils permettent de bouger. Voilà, alors, donc, le virus est plus petit que la bactérie. Les virus sont en général plus petits que les bactéries. Mais les bactéries sont plus petits que les cellules de taille humaine, et les cellules de taille humaine sont généralement plus petites que les cellules végétales. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut voir à l'œil nu une cellule végétale? Ben non, parce que voilà, on ne sait pas les voir. Parce que l'œil humain voit jusque 0,1 mm. 0,1 dixième, enfin, il voit jusque 0,1 mm, c'est-à-dire 1 dixième de millimètre. Ben voilà, ce qui est en dessous, il ne le voit pas. Donc il ne peut pas voir la cellule végétale, il lui faut un microscope optique, il ne sait pas voir la cellule animale, parce qu'il faut un microscope optique, il ne sait pas voir les bactéries, parce qu'il faut un microscope optique, et puis à un moment donné, il faut passer au microscope électronique pour voir les virus, et il faut passer au microscope optique pour voir certaines molécules. Et pour voir les acides aminés, il lui faut, les acides qui sont des protéines, il faut aussi un microscope électronique. Un microscope électronique, voilà, pour les acides aminés. Bon, alors, ça c'est pour la taille des vues. La taille des vues, voilà, des molécules, enfin, des virus, etc. etc. Voilà. Alors maintenant, si je prends quelques petits virus, je vais prendre quelques petits virus, je vais prendre la polio, enfin on va prendre la psittacose. Psittacose, c'est 275 millièmes de micron. Alors, psittacose, 275 millièmes de micron. Millimicron. Oui, millimicron. Alors, millième, le micron, il est où? Un micromètre, il est là. Mais on est 1000 fois plus petit. Milli, c'est 1000 fois plus petit. Donc 10, 100, 1000, c'est des nanomètres. Mais je ne suis pas à 1 nanomètre, mais 275 nanomètres. Ça, c'est 275 nanomètres. Voilà. La psittacose, c'est 275 nanomètres. Donc, ce qui veut dire que dans 275, je suis au-dessus de 10. Je remonte. Hein. Ah oui, parce que si je regarde ceci, c'est des micromètres. Le virus de la psittacose, c'est 275 microns. Bon, le micron, c'est un micromètre. Alors, milli, c'est divisé par 1000. 10, 100, 1000. Je suis à un nanomètre. Puis après, j'ai 5. Si je remplace par un 0, là, j'ai une unité. Puis j'ai les dixièmes, les dizaines, puis j'ai les centaines. Donc en fait, on refait fois 100. Je dirais même fois 200. Et encore, il y a encore 75 encore.
Mais si j'approxime à 200, 275, si j'approxime à 200, ben, je fais x 100, et puis encore x 2. Donc, mais faire x 100, c'est 10, 100, voilà, 275, voilà, je suis dans la zone ici. On est dans la zone ici. Donc, la psittacose, 275, ben, il peut être vu au microscope optique. Parce que j'ai bien un micron, un millième, 10, 100, 1000, je descends au nano, si je fais x 100, 10, 100, je suis entre 100 et 1 micron. 275 est situé dans la zone là. Donc le microscope optique permet de voir le virus de la psittacose. Si je me réfère ici à ce que je viens de dire, ben, le microscope optique voit le virus de la psittacose. Maintenant, si je prends la variole, qui est plus petite que la psittacose, bon, on va toujours se trouver dans la zone là. Ça va être toujours la même zone. Donc la variole peut être vue au microscope optique. Bon, je vous rappelle que ça c'est une bactérie, hein. C'est plus gros que... Enfin, c'est plus grand qu'un virus. Hein. Voilà. Alors, 270, il peut être vu au microscope optique. Les oreillons, 115, il peut être vu au microscope, donc millimicron, 10, 100, 1000, ouais, 115, il peut être vu au microscope, mais c'est la limite, hein. C'est une zone limite, hein. C'est une zone, je veux dire, voilà, limite, entre 100 nanomètres et 1 micromètre. C'est une zone limite. Le microscope optique, il voit jusque 100 nanomètres. Mais on est au-dessus de 100 nanomètres. Hein. Voilà, parce qu'on a 115 nanomètres. Là, on a 270 nanomètres et 275 nanomètres. C'est ce que ça veut dire. Hein. 275 nanomètres, 270 nanomètres et 115 nanomètres. Ben, on est dans la zone entre 100 nanomètres et 1000 nanomètres. 275, c'est entre 100 et 1000. 100 nanomètres et 1000 nanomètres. Et 1000 nanomètres, ça fait 1 micromètre. Voilà. Donc les oreillons, 115, peut-être vu au microscope optique. Mais ça commence à devenir, je veux dire, difficilement perceptible. Hein. Alors, la polio, 25. Là, on se retrouve un 25 millimicrons. Poliomyélite, hein. 25 millimicrons. Et 25 millimicrons, ben, on se retrouve ici. Et là, la polio, on ne sait pas la voir au microscope optique, apparemment. Parce que 1, 10, 25 doit être ici. Donc 1 millimicron, c'est 1 nanomètre. Hein, le micron, il est là. Millième, il est là. Je divise par 10, je suis à 10 moins 6, divisé par 1000. Ça fait 10 fois 10 exposant moins 3, 10 moins 6 fois 10 moins 3, 10 moins 9. Voilà, mais après, il faut faire fois 10. Parce que, voilà, j'ai 10. Et je dirais même 20, et 20 est situé entre 10 et 100. Or, 20 n'est pas perceptible par le microscope optique. Voilà. Donc, autant on peut voir par le microscope optique, mais aux limites, c'est aux limites du microscope optique, la psittacose, la variole et les oreillons, mais la polio, apparemment, ne serait pas vue dans mon cadre de schéma ici, avec un microscope optique qui va jusque 1000 angstrom, ne serait pas vue par un microscope optique de 1000 angstrom, avec une limite minimale de 1000 angstrom. Ou plutôt une limite maximale, parce qu'on va dans le grossissement. Hein. C'est un grossissement maximal. Mais c'est un grossissement maximal pour une réduction minimale. Alors maintenant, le bactériophage, lui, il fait 100, 100. 100, on serait ici, 100 millimicrons, bactériophage, ou le phage, hein, 100 par rapport au millimicron. Micron, c'est un nanomètre. 10, 100, mais 100, ce serait tout juste. Tout juste. Voilà. Ce serait tout juste pour le voir. Et alors bon, pour voir les bactéries, ben, qu'est-ce qu'on fait? On met un colorant. Hein. Bactéries, virus, si on veut voir leur forme, on met une coloration, parce que c'est une détection de forme qu'on fait.
ouais, de l'observation, on fait une détection de forme par, bien sûr, une coloration et en regardant au microscope, qu'on appelle la coloration de Gram. Bon, maintenant, vous allez me dire, voyons voir les protéines. Protéines, elles se situent dans cette zone-là, les protéines, de 1 nanomètre à 10 nanomètres. Les acides aminés, elles vont de cette zone-là à cette zone-là. 10. Et donc là, à ce moment, les acides aminés, mais comme c'est dans une zone où le microscope optique arrive ici, le microscope optique, sa finalité, elle est ici. Voilà la limite du microscope optique. Voilà la finalité du microscope électronique. On a à 5 angstrom. Donc ça, c'est la limite du microscope optique. Et ça, on a affaire à la limite du microscope électronique. Oui, mais les acides aminés, ils sont là, entre 1 nanomètre et 10 nanomètres. Donc de 10 à 100 angstrom, on a les acides aminés, ou les protéines. Protéines à acides aminés. Et là, ben, c'est le microscope électronique qui permettra, parce que la limite, elle est là, les acides aminés sont là. Donc il faudra un microscope électronique pour voir ceci. Il faudra un microscope électronique pour voir les acides aminés. Donc on sait les percevoir au microscope électronique, les acides aminés. Voilà. Et bon, maintenant, si vous voulez bien voir les virus, à ce moment-là, vous prenez un microscope électronique, parce que bon, vous voyez que les virus sont à la limite du microscope optique. Hein. Et je dirais même la polio, 10-20, celui-là de la polio, il est en dehors de la limite du microscope, de mon microscope optique ici, qui va jusqu'à 1000 angstrom. Or, la polio, c'est, on va dire, 1, 10, 100, il est entre 100 et 1000 angstrom, la polio. Donc, et comme mon microscope optique va jusqu'à 1000 angstrom, mais la polio, je ne le verrai pas. Il faudra absolument la polio, il faudra vraiment un microscope électronique. Voilà. Bon, maintenant, pour bien voir les virus, vous les regardez au microscope électronique, hein, là, on verra vraiment bien. Voilà, par rapport au microscope optique. Voilà. Alors maintenant, donc, le microscope optique va descendre plus bas. Et pour avoir donc les acides aminés, bien voir les virus, hein, qui sont beaucoup plus petits que les bactéries. Voilà. Alors, qu'est-ce que permet de voir le microscope? Ben, il permet de voir, on va dire, tout au moins des formes. Hein. Il voit des formes. Généralement, il faudra mettre des colorants qu'on appelle des colorants de Gram et pour avoir des formes. Bon, alors à savoir que les formes générales vues par les virus, ben, on a une classe hein, que sont les bacilles en forme de bâtonnet. Voilà, je sais pas si on voit. Il faut que je descende ceci comme ceci. Ouais. Voilà, donc il y aura les bacilles, les spirules. Voilà, et on a les, comment on appelle ça, les coques. Et ils sont classés par forme. C'est la forme qui font qu'on a soit un bacille, un coq ou des spirules. Bon, et le virus, la bactérie peut vivre seule ou en colonie. Hein. Elle n'est pas toujours en colonie, elle peut vivre seule. Donc elle peut vivre toute seule ou en colonie. Alors, la forme des virus, ça c'est pour les bactéries, hein, que vous voyez ici, j'ai dessiné une petite bactérie, voilà, qui est voilà, un bâtonnet, donc un bacille. Bacille c'est avec 2 L. Hein. Voilà. Bâtonnet c'est un bacille. Les spirules c'est un bâtonnet retourné comme ceci. Voilà, généralement avec des flagelles pour, bouger. Parce qu'il y en a qui sont immobiles, il y en a qui bougent. Et les coques, ben, c'est des espèces de globules, ou on va dire, comment on appelle ça, de sphères. Voilà, de sphères. Voilà. Et alors, dans les coques, il y a plusieurs types de coques. Hein, diplocoques, streptocoque, staphylocoque, ça, bon, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous allez voir cette vidéo-là qui distingue tout ça. Par contre, les virus, ils n'ont pas de forme générale.
ils n'ont pas de forme générale. On peut trouver des bâtonnets, des sphères, des cubes. Le bactériophage il est un peu spécifique, hein, bon, je l'ai dessiné ici, avec une tête et une queue. Voilà, donc ils ont des spécificités, je veux dire, bon, ils n'ont pas une forme générale. Alors, il faut savoir que la virus il est tellement petit que, on peut les qualifier de virus filtrants parce qu'ils passent au travers, si vous voulez, des spores utilisés pour séparer les bactéries de leur milieu. Bon, ils traversent des spores, voilà, on peut les qualifier de virus filtrants. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? Les virus qui sont tellement petits et les bactéries qui sont tellement petits, ben, ils sont plus petits que la cellule d'un être humain. Voilà, je peux vous donner les caractéristiques d'un globule rouge, voilà, et comparer cette taille-là par rapport au globule rouge. Bon, le globule rouge, qui est une cellule à taille humaine, une cellule animale, voilà, voilà, à taille humaine. Bon, maintenant, ces deux classes-là, c'est ce qu'on appelle des êtres vivants qui, contrairement à la cellule animale ou végétale, mais ce sont ce qu'on appelle des protistes. On les distingue en les nommant les protistes. Ce sont des protistes. Ce sont des protistes dans le sens ce ne sont ni des plantes, ni des animaux, parce qu'ils n'ont pas leur, on va dire, leur cellule qui ressemble à celle de la cellule vivante qui est la plante. Oui, ici c'est cellule de la plante, hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit cellule. Voilà. Les cellules vivantes, bon, apparemment, elles sont toutes vivantes. Hein. Cellules vivantes, le virus est une cellule vivante, la bactérie est une cellule vivante, la, bactérie, la cellule animale est une cellule vivante, et la cellule, comment on appelle ça, végétale est une cellule aussi. Par contre, celui-ci il est un peu spécial comme cellule vivante, parce que les virus ne vivent pas par eux-mêmes en présence d'un autre. Donc ça veut dire qu'ils sont en latence, et ils attendent un autre. Ils attendent, si vous voulez, pour vivre, un habitat. Tant qu'ils n'ont pas d'habitat, ben, je veux dire, ils sont en latence là, bon, et s'ils sont trop en latence, ils risquent, on va dire, de ne plus vivre. Voilà, donc ça veut dire que pour eux, pour certaines personnes, bon, les virus, bon, ils ne vivent pas par eux-mêmes, mais en présence d'un autre. Donc en fait, quelque part, on dit qu'ils sont ils vivent à certains moments et pas d'autres. À certains moments, quand ils sont en latence, qui n'ont pas d'autres, mais ils ne vivent pas. Eh bien, ils vivent quand ils ont trouvé un autre. Alors, à ce moment, on dirait qu'ils vivent. Voilà. Et donc, ce sont des cellules vivantes, parfois non vivantes. Voilà. Elles sont vivantes quand elles ont un autre, elles ont trouvé un autre. Bon, et donc, tout ça, ce sont des cellules, mais avec un degré. Pourquoi la taille est plus petite? Parce qu'il y a un degré d'architecture qui est beaucoup plus grand. Et donc, si le degré d'architecture devient de plus en plus grand, mais fatalement, on comprend que les cellules deviennent de plus en plus grandes en taille. Voilà. Hein, quand on dit de prokaryote, bon, il n'y a pas de noyau, déjà, il y a déjà un noyau en moins. Et quand on dit organisme, euh, on dit cytoplasme non membrané, qui n'ont pas de cytoplasme non membrané, ça fait, je veux dire, de la matière en moins. Et si ça, ce qui dit une matière en moins dit taille plus petite. Ouais, c'est normal que plus vous avez des organites, je m'excuse, c'est des organites. Des organites non membranés, s'il a des organites non membranés, ce qu'il y a la structure en moins, ce qui dit structure en moins dit taille plus petite. Par contre, quand on a plus d'organites, hein, tels que le sont les eucaryotes, ils ont plus d'organites avec un noyau, eh bien à ce moment, fatalement, euh, qui dit noyau dit organite, qui dit noyau et qui dit organite complémentaires, enfin des organites en plus
dans la cellule, mais ça veut dire que taille de cellule plus grande, parce que la cellule est plus, on va dire, plus complexe. Qui dit plus complexe, mais il faut de la place pour mettre de la complexité. Et donc, qui dit complexité, dit plus grand. Et donc, on comprend que la cellule animale est plus grande que la cellule bactérienne, qui elle est plus petite que la cellule végétale, parce que voilà, les bactéries sont des prokaryotes, comme les archées ou les archées, je sais pas comment on dit, les archées ou archées sont des prokaryotes, c'est-à-dire bon, ils n'ont pas de noyau et en fait ils ont presque jamais de structure, d'organismes membranés. Voilà. Pour comment on appelle ça, les bactéries, donc elles sont prokaryotes, contrairement aux eucaryotes où il y a une cellule plus complexe avec un noyau. Donc on descend, plus on descend vers une structure, on va dire, de plus en plus basique. Elle est plus complexe et plus on descend, et plus elle est complexe et plus elle est plus grande. Elle est plus grande, puisqu'elle contient plus d'éléments. Alors ici, le virus c'est même pire, parce que le virus il n'a ni noyau, on va dire ni cytoplasme. C'est pour ça qu'il est inférieur en taille à celle d'une bactérie, et voilà, est plus petit que la taille d'une cellule animale, et que la taille d'une bactérie est moins complexe que la taille d'une cellule humaine. Donc on comprend l'échelle de taille via leur structure, on va dire de complexité. Pas de voilà. Alors cet ensemble-là va se définir différemment par rapport aux autres. Ici, bien sûr, je n'ai pas tout mis, je peux remettre des autres micro-organismes. Voilà. Je parle par exemple de, je disais que l'ensemble ici peut être défini, peut-être recoupé dans les protistes, ce qu'on appelle les protistes. Et dans les protistes, on retrouve les virus, les bactéries, les protozoaires, les champignons, les algues. Voilà, ben ça c'est ce qu'on appelle les protistes. Les protistes. Alors, pourquoi on les range comme ça? Parce que justement, ils n'ont pas de vrai tissu. Ce sont comment on appelle ça, des êtres vivants, parfois vivants, comme le virus. Il est vivant parfois quand il n'a pas d'hôte. Il ne vit pas, mais il vit quand il a un hôte. Donc je vais le considérer comme vivant pour le mettre dans un groupe. Voilà, je le considère vivant, je le mets dans un groupe. Eh bien, tous les protistes, on range dans le groupe des protistes, les êtres vivants qui ne possèdent pas de vrais tissus. Et donc, les vrais tissus, qui a des vrais tissus? La cellule animale et la cellule végétale. La cellule animale et la végétale ont des vrais tissus. Par contre, les protistes n'ont pas de vrais tissus. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va ranger ceux qui n'ont pas de vrais tissus dans ce qu'on appelle comment on appelle ça? Les protistes. Les protistes. Alors, comment sont-ils? Mono ou pluricellulaires? Ils peuvent être les deux. Ils peuvent être soit mono ou pluricellulaires. Bon, ça, c'est pas un problème. Ils peuvent être mobiles comme ils peuvent être fixes. Ils peuvent être mobiles comme ils peuvent être fixes. Voilà. Voilà. Alors moi je voulais vous mettre la taille d'un globule rouge, mais je vais aller chercher sur internet la taille d'un globule rouge parce que c'est vrai que... Et après je couperai la vidéo. Je vais vous mettre la taille d'un globule rouge, comme ça. Dire, Enfin bref, je vais vous mettre je mettrai la taille d'un globule rouge en remarque, parce que le temps que je cherche, parce que mon ordinateur ici, il est un petit peu... il bloque un tout petit peu, donc je mettrai la taille d'un globule rouge pour avoir, si vous voulez, en remarque, le globule rouge, c'est une cellule à taille humaine, vous aurez, je veux dire, l'ordre de grandeur par rapport à tout ça. L'ordre de grandeur par rapport à tout ça, vous aurez la cellule, comparer le virus et les bactéries, comparé à un globule rouge, voilà, qui est une cellule à taille
Une cellule humaine, une cellule humaine. Voilà. Une cellule animale, on va dire une cellule animale. Voilà. Pour être plus général, c'est une cellule animale. Voilà, globule rouge. Voilà. Voilà, je vous remercie.